BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Et c'est le pitch, 21h tous les lundis soirs sur BFM Business. Deux start-upers viennent vous exposer leurs idées, leurs projets. Ils viennent surtout pitcher devant deux investisseurs, deux vrais investisseurs qui ont l'argent et qui généralement tous les jours comme ça écoutent des jeunes gens, j'allais dire des jeunes, plus ou moins jeunes d'ailleurs, des entrepreneurs, des associés, défendent leurs projets et ils investissent ou pas. Avec nous donc ce soir côté investisseur, donc Anne-Valérie Bach, associée de Serena Capital. Anne-Valérie, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et à votre droite, donc à vos côtés, c'est Marc Rougier qui représente Elaya Partners, dont vous êtes également associé. Marc, bienvenue. Bonsoir. Merci de revenir nous voir. Vous êtes déjà venu notamment dans le pitch de Tech & Co. Et puis donc première entreprise ce soir à pitcher pendant 2 minutes, puis après on prendra un petit peu le temps jusqu'à 21h15 pour comprendre ce que vous faites. C'est Alexandre Bernard. Alexandre, bienvenue. Merci. Vous, ça s'appelle Domoskit. Vous allez tout nous expliquer dans une seconde. Donc vous aurez effectivement 120 secondes là pour pitcher tout seul, là comme ça. On vous laisse le temps. Et puis après, effectivement, et Marc et Anne-Valérie pourront vous questionner parfois. Je mets une petite douille aussi, une petite question. Vous verrez. Pour compléter tout ça. La seule condition pour pitcher, et vous la remplissez, enfin on va vérifier ça ensemble, Alexandre, mais c'est qu'il ne faut pas avoir levé plus d'1 million au total. Donc l'argent mis par les associés de départ, d'éventuelles subventions que vous auriez eues d'ici ou de là, et donc une éventuelle levée de fonds. Tout ça, c'est un plafond, je le rappelle tout le temps, pas un plancher, un plafond maximum 1 million d'euros. Alexandre, vous confirmez? Je confirme. Et pas connaître nos associés aussi, enfin nos investisseurs. Vous n'avez jamais pitché devant eux? Non. Vous n'aurez pas demandé de l'argent? Non. Pas encore. Alexandre, c'est à vous. Donc Domoskit en 2 minutes, c'est parti. Bonsoir, merci de m'accueillir. Je m'appelle Alexandre, je suis l'un des cofondateurs de Domoskit. Domoskit centralise l'ensemble des services liés au logement, abonnement internet, électricité, gaz et assurance habitation. Alors l'idée est partie d'un constat simple, on est 4 cofondateurs, à avoir déménagé plus de 25 fois, et à chaque fois c'était des galères. Aujourd'hui, on a envie d'arrêter ce type de galère. On s'est rendu compte que 6 millions de Français étaient dans la même situation. 6 millions de Français déménagent chaque année. Et 76% d'entre eux stressent à l'idée de réaliser leurs démarches administratives et contractuelles. Avec Domoskit, ces galères et ce stress, c'est fini. On leur permet d'avoir un seul interlocuteur pour gérer l'ensemble de leurs abonnements. Alors concrètement, comment ça marche ? Le particulier arrive sur domoskit.com, s'inscrit et sélectionne les offres et les fournisseurs dont il a besoin. Il n'a plus qu'à renseigner ses informations personnelles grâce à un formulaire simplifié. Il valide et le reste est entièrement automatisé. Les avantages, en plus d'être gratuit pour le particulier, c'est que ça lui fait gagner un temps fou. La souscription met à peine 5 minutes. Il gagne en moyenne jusqu'à 300 € par an sur ses factures, et nous on l'accompagne pendant sa souscription et après sa souscription afin de lui donner un maximum de visibilité sur l'ensemble des contrats souscrits. Aujourd'hui on est très heureux parce que depuis le lancement commercial en septembre dernier, on est passé de 3 à 15 fournisseurs intégrés à la plateforme. Et on compte aujourd'hui plus de 250 nouveaux clients par mois. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'accélérer cette croissance commercialement, d'aller chercher de l'investissement en marketing et de pouvoir continuer à creuser notre avantage concurrentiel et technologique face à nos concurrents. Il vous reste 5 secondes, Alexandre. Un petit mot, on est aussi heureux parce qu'on a été élu service innovant de l'année par les trophées des services innovants il y a de ça un mois. Voilà, super. Voilà. Oh. Bravo Alexandre. On l'a tout là en 2 minutes, enfin, on a tout, on n'a pas tout, mais on a quand même pas mal d'éléments. Il y a des choses d'ailleurs qui m'ont intéressé, mais bon, peut-être que les investisseurs vont gratter. Première question, Anne-Valérie, là sur Domoskit. Bon, déjà, vous avez compris, j'imagine, à quoi ça sert. Oui. Ce stress là du déménagement, il a raison. Enfin, je crois que ça stresse plus les Français que le divorce, le déménagement. C'est vraiment une prise de. Ah si, il y a eu des enquêtes là-dessus. Normalement, on déménage plus souvent qu'on divorce. Ça dépend des gens. Mais non, mais je plaisante. Il y a eu des enquêtes et c'est numéro 1 le déménagement devant le divorce. C'est pas moi qui le dis, c'est les Français. Anne-Valérie. Non, c'est sûr que il y a probablement un marché. Moi, ma première question, c'est comment vous trouvez vos souscripteurs, vos clients, les gens qui viennent s'inscrire. Comment ils vous connaissent?
Alors aujourd'hui, on a deux façons d'accéder au marché. La première, elle est indirecte. C'est celle qu'on a développée jusqu'à présent. C'est grâce à des partenaires prescripteurs. Aujourd'hui, on travaille avec plus de 130 partenaires prescripteurs. Ça va de la petite start-up en devenir comme nous et aux grands partenaires comme Apartager.com, qui est le leader européen de la colocation. Et donc, ils proposent notre service à ses clients. Nous, on leur apporte un service additionnel et ça nous permet de toucher toute leur clientèle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est ce qu'on veut mettre en place avec de l'investissement, c'est l'acquisition directe, donc via les différents médias sociaux. Aujourd'hui, on a acquis tous nos clients de manière organique. Maintenant, il faut qu'on aille payer pour les toucher directement le consommateur. Donc voilà nos deux stratégies d'acquisition. Marc, question pour Alexandre. Oui, d'abord, très belle présentation et je stresse de la même façon que tes clients, donc je comprends la proposition de valeur. Quand tu as 5 secondes de plus, ça peut être intéressant de parler de l'équipe parce que ça nous aurait plu. Oui, mais la question qui me brûle d'abord, c'est que tu as parlé, donc moi je comprends l'idée du confort, l'idée de dire on stresse tous quand on déménage et un one-stop shop, un endroit simple qui va faire le boulot pour nous, c'est bien, j'apprécie. Mais tu as ensuite jeté une deuxième proposition de valeur qui veut dire qu'on économise de l'argent. Alors, je voudrais que tu me parles du business model parce que cet argent, il vient d'où? Tu as déjà des intermédiaires qu'il faut que tu rétribues. Pour le client final, c'est pas payant. Et en bout de chaîne, tu dois avoir des fournisseurs de type gaz, électricité, etc. Et malgré tout, malgré ces intermédiaires que tu rajoutes, tu arrives à générer de la marge pour toi, il faut vivre, et de l'économie pour ton client. Donc pour moi, c'est un petit peu miraculeux. Il faudra que tu expliques ça. Alors le business model, il est très simple. On est apporteur d'affaires pour les fournisseurs. On est rémunéré pour chaque contrat souscrit. Donc nous, en fait, on est rémunéré une certaine somme. On rétribue une certaine somme. Et entre les deux, on arrive à générer notre profit. Donc c'est un modèle qui est relativement simple. Après, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que nous, on est apporteur d'affaires, mais on est également tiers de confiance pour l'utilisateur et le client qui vient sur notre plateforme. Donc on va jamais aller pousser un fournisseur plutôt qu'un autre. L'objectif, c'est vraiment de lui apporter le service le plus adapté à sa consommation. Alors, apporteur d'affaires ou place de marché? On peut considérer un peu les deux, parce qu'au final, la personne qui vient sur notre plateforme fait un petit peu son marché, elle choisit ses offres, c'est à la carte. Si Engie dans l'électricité vous offre la meilleure commission au mois d'avril 2017, vous allez pousser quand même Engie, vous n'allez pas mettre Direct Énergie ou EDF? Non, on est vraiment un tiers de confiance. Donc même s'il y a des différences dans les rémunérations, nous, c'est le client et c'est cet aspect-là qui nous intéresse, c'est d'aller lui apporter vraiment le meilleur service. D'accord. Par contre, tu prends une commission fixe, ça dépend pas du revenu généré par le client en bout de chaîne. Ça dépend, c'est des revenus qui sont différents selon le nombre de clients apportés. Donc les revenus évoluent en fonction du nombre de clients qu'on leur apporte. D'accord, mais c'est pas à la consommation. Mais c'est pas à la consommation, c'est fixe. Et tu peux parler un petit peu des fournisseurs déjà que tu as convaincus sur la plateforme? Alors sur les 15 fournisseurs aujourd'hui qu'on a convaincus, on travaille avec Bouygues, on travaille avec Orange, on travaille avec SFR, RED, l'Empiris, Direct Énergie, enfin il y en a, c'est tous les grands acteurs du marché. Aujourd'hui, ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'un fournisseur, son coût d'acquisition est très très élevé. Donc en passant par une plateforme qui centralise l'ensemble de ses démarches et abonnements, il réduit son coût d'acquisition en moyenne de 4. Il le divise par 4, son coût d'acquisition. Donc voilà, pour eux, ils ont aussi tout à gagner à passer par nous, parce qu'au final, on leur vole pas leurs clients, mais on leur simplifie la vie et on est rémunéré de cette façon. Tu peux lâcher des chiffres, pardon? Non, allez-y. Donne un peu des chiffres sur le nombre de clients, sur le prix, un petit peu pour qu'on arrive à rendre tout ça tangible. Sur le nombre de clients par fournisseur ou par... Ouais, où tu en es aujourd'hui, c'est quoi les projections pour qu'on arrive? Nous, aujourd'hui, on est à 250 nouveaux clients par mois. D'accord. L'objectif, en fin d'année, c'est d'avoir passé la barre des 3000. Voilà. Et un client, ça te rapporte, en moyenne? Ça, je peux pas le dire. C'est confidentiel ou tu le sais pas encore? Ah non, c'est pas confidentiel, on sait ce qu'on touche, mais on peut pas dire en fonction de. Pardon, d'accord, ok. Ça, ok, d'accord. On pourra en parler en off. Anne-Valérie, une dernière question pour Alexandre. Oui, comment tu te démarques par rapport à des gens qui sont là depuis longtemps sur ces sujets-là, comme jechange.fr? Oui. Aujourd'hui, il y a deux types d'acteurs. Il y a les comparateurs,
comme je change. Le gros point, nous, on se démarque parce qu'on est tiers de confiance, donc on ne va pas aller pousser un fournisseur plutôt qu'un autre. Ça, c'est la première chose. Et les deuxièmes, c'est les conciergeries. Donc les conciergeries, eux, c'est majoritairement téléphonique. Je pense à notre concurrent principal qui n'a qu'un standard téléphonique. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de digitaliser l'ensemble du parcours. Et le gros point sur lequel nous, on travaille toujours actuellement, qu'on améliore, c'est l'accompagnement post-souscription. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a souscrit, c'est très bien. Je change, il s'arrête ici. Vous avez souscrit, ils ont touché leur com. Nous, on les accompagne et on va continuer à vivre avec eux. Donc ça veut dire que la prochaine fois qu'ils vont déménager, ils vont repasser par nous parce que ce sera plus simple. Ce sera plus simple, ce sera moins cher. Et on leur aura apporté d'autres services qu'ils auront appréciés. 6 millions de Français qui déménagent chaque année, ça me semble énorme, comme 10% là, tous les ans, non? Ça doit sembler énorme. 3 millions, il y a 3 millions de déménagements sur un foyer moyen de 2 personnes, ça fait... On y est, vous avez raison. Ça fait 6 Marc, ça fait un dixième de la population, ça fait 10 ans pour... Tous les 10 ans. Tous les 10 ans, ça va. C'est vrai. Marc, ça s'écoute. Remarque idiote, j'ai raison. Non, Marc, je me permettrai pas. Et par contre, si tu nous donnes encore un petit peu de temps, tu as dit que si tu levais de l'argent, tu pourrais développer ta force commerciale pour acquérir du client en direct. Je comprends. Tu as dit aussi que tu pourrais renforcer ou défendre ta position concurrentielle technologique. Moi, j'ai entendu l'avantage tiers de confiance qui te différencie des autres, le service meilleur que tu apportes, donc forcément les gens vont revenir. Ce qui est une belle façon de voir l'avenir, mais qui n'est pas prouvé encore. Il y a des barrières technologiques, il y a du... Alors aujourd'hui, il y a plusieurs barrières. La barrière majoritaire, c'est que nous, on développe des API avec les fournisseurs, ce qui nous permet vraiment d'automatiser l'information. Un API, ça se développe en 1 mois, 3 mois. C'est 2 semaines, 1 mois, 3 mois. C'est très variable en temps de développement. Donc ça, déjà, c'est une grosse barrière à l'entrée parce qu'il faut que le fournisseur vous ouvre l'API. Et il faut qu'ensuite vous le développiez avec le fournisseur. Donc en général, ils les ont ou il écrit pour vous? Donc c'est une négociation. C'est une négociation. Parfois, c'est des API qui sont déjà créés parce qu'ils ont l'habitude de travailler de cette façon avec d'autres apporteurs d'affaires. Parce qu'on n'est pas les seuls à être apporteurs d'affaires. Mais après, il y a certaines API qui sont beaucoup plus longues à mettre en place. Donc ça, c'est quand même une grosse barrière à l'entrée. Et puis, c'est coûteux à développer. Merci Alexandre. Domoskit, donc ce soir, premier à pitcher. Dans un instant, on sera avec le fondateur de C-Box. C-Box, c'est Franck qui nous rejoint et qui prend votre place. À tout de suite. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poinon. Et c'est le pitch, comme tous les lundis soirs, 2 entrepreneurs viennent pitcher face à vous, à la radio et à la télé, et en direct, donc c'est sans filet. Je vous mets la pression, Franck de Grémont, deuxième à pitcher ce soir, la C-Box. Franck, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous avez entendu Alexandre, vous l'avez trouvé comment, là, à pitcher avant vous? Il était très bon. Il était pas mal. Il était bien à l'aise et tout, il était bon. Je n'ai pas de souci non plus pour vous. Franck, vous êtes toujours face à 2 investisseurs, eux n'ont pas bougé, toujours à vous écouter. Donc Marc Rougier, Leia Partners et Anne-Valérie Bach pour Serena Capital. Vous avez 2 minutes tout seul et après on prendra le temps de vous interroger. Franck donc de Grémont, vous à la tête de SciSci et vous nous présentez donc la C-Box. J'ai dit C-Box, c'est C-Box avec un Y. C'est parti. C'est ça. Alors en fait, nous sommes partis du constat que les ondes, les box Wi-Fi émettaient trop d'ondes. Et vous pouvez le vérifier simplement lorsqu'avec votre téléphone vous faites une recherche de Wi-Fi, vous allez voir plein de box apparaître. Le problème, c'est que plus vous êtes proche de la source Wi-Fi de votre box, et plus vous serez exposé. Et notamment, ça pose un problème sur les enfants qui, de par leur constitution, sont les plus sensibles. Donc depuis 10 ans, il y a des articles scientifiques qui montrent que les ondes électromagnétiques ont un impact sur le corps humain. Cela se traduit en 2011 par l'OMS qui classe les ondes électromagnétiques comme cancérogènes potentiels. Et en 2015, l'État français vote la loi Abeille qui interdit les box Wi-Fi dans les crèches. Donc on protège nos enfants dans les crèches, mais qu'avons-nous pour nous protéger, nous, et protéger nos enfants à la maison? Notre solution, c'est la C-Box. La C-Box, c'est un système qui permet donc de confiner les ondes Wi-Fi à l'intérieur, de pouvoir moduler la puissance pour les adapter à votre besoin et donc limiter l'exposition des hommes et des enfants aux ondes Wi-Fi. Alors comment ça s'utilise? C'est très simple, vous placez votre box Wi-Fi à l'intérieur, puis après avec un système de réglage, vous allez pouvoir moduler la puissance. C'est comme un store, plus vous l'ouvrez et plus vous aurez d'ondes. Donc en France, il y a 27 millions de box Wi-Fi. Et nous, notre cible plus particulièrement, c'est les jeunes parents. Il y a 1,7 million de jeunes parents ayant au moins un enfant de moins de 3 ans. Et chaque année, nous avons un renouvellement de la population avec 800 000 naissances. Donc actuellement, nous avons développé la C-Box. Nous sommes passés par une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Ulule.
sur laquelle vous pouvez soutenir le projet et contribuer déjà même en précommandant votre Skybox pour pouvoir l'industrialiser. Ensuite, le point que je voulais rajouter, c'est que notre société a pour but en fait d'associer les technologies sans fil, qui sont quand même une technologie très utile, mais aussi la santé. C'est vraiment ce point-là. C'est pour ça que la Skybox, on l'appelle le Wi-Fi responsable. Et notre mode, c'est les ondes responsables. Voilà. 2 secondes. En 2 secondes, nous sommes une équipe de 2 fondateurs complémentaires et voilà, qui travaillent. Bon. Si on veut savoir plus pour votre équipe, sur votre équipe, il faudra attendre. Enfin, ça peut être maintenant. Hein. Tiens, Marc, pour changer. Marc Roger, donc première question pour la Skybox. D'accord, donc la Skybox qui va me protéger et ne pas transformer ma maison en un micro-ondes. C'est ça. Juste pour bien préciser, c'est une boîte physique dans laquelle je mets ma box. Ouais, tout à fait. Mais après, tu dis, on contrôle la puissance. Il y a une intelligence qui va détecter avec de l'informatique ce dont j'ai besoin et qui va régler, ou c'est un bouton tout simplement? Comment ça marche? Alors, c'est une intelligence beaucoup plus basique, effectivement. C'est une boîte dans laquelle vous allez le placer. Donc c'est une boîte métallique faite en acier. Et après, en fait, vous allez pouvoir régler des guides d'ondes. Et donc soit vous pouvez tout fermer, ce qui va confiner les ondes à l'intérieur. Et donc là, vous aurez peut-être le Wi-Fi à quelques mètres maximum. Donc pour le salon, par exemple, c'est une bonne application, ou un peu le mode nuit. Donc et après, en fait, le bouton, il va agir sur, en gros, le niveau de protection de la boîte. C'est ça, ça va. Comme s'il y avait des volets qui... Exactement, c'est ça. D'accord, donc c'est mécanique. C'est mécanique. D'accord. Et ça me protège contre ma propre box. Ouais. Mais au début, tu racontes à juste titre que quand j'utilise mon portable, il y a plein d'ondes qui arrivent, mais ils arrivent des autres. Donc est-ce qu'il faut que je force mes voisins? Faut les offrir aux voisins. Ouais. Ou ils continuent à me griller? Alors, pour nous, ouais, ce serait intéressant effectivement que vous arriviez à convaincre vos voisins d'acheter une Skybox. Par contre, d'un point de vue santé, en fait, c'est quand vous êtes proche de la box que vous êtes le plus soumis aux ondes. Donc l'intérêt, c'est surtout vous de protéger votre famille. Après, si la box en fait elle est très loin et que vous avez un niveau qui est faible, du coup vous êtes moins exposé. Par contre, eux ont tout intérêt à en acheter une pour se protéger. Donc le cas d'usage normal, c'est je suis sur mon canapé, la box est juste à côté, je vais fermer un petit peu. Par contre, si je me mets un petit peu plus loin, je vais ouvrir le... Exactement, c'est ça. Et donc nous, le cas qui s'est passé, c'est en fait de mon expérience personnelle, c'est que ma box elle est dans mon salon, à côté de ma télé, j'avais installé un coin cabane en fait pour ma fille qui joue, et je me suis quand même rendu compte que c'était dommage puisqu'elle jouait juste à côté de la box Wi-Fi. Et là, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être trouver un système qui permet moi de rester connecté parce que j'utilise mon smartphone, mais en même temps pour qu'elle ne se prenne pas d'onde en fait. Ok. Voilà. Anne-Valérie, la Skybox. Moi, je voudrais savoir combien elle coûte. Alors, elle est vendue au prix de 159 € TTC au grand public. Et actuellement, en early adopter sur Ulule, vous pouvez l'avoir à 99 € pour les 100 premiers Ululeurs. Moins 30% donc pour les early adopters. Elle te coûte combien? Voilà, c'était ma prochaine question. Oui, bien sûr. Alors en fait, au niveau des... combien nous coûte à nous la société, on est d'accord. Hein. Ouais. On est à peu près sur un coût de fabrication autour de 70-80 €. Ce qui fait que au niveau de notre business model, en fait, on a 3 business models. On a la vente en direct sur notre site internet, on a la vente via des marketplaces et on a bien sûr la vente via des boutiques physiques. Et donc à chaque fois, les marges, elles varient en fonction des business models qu'on utilise. Et donc le prix sera de 159 €. Elle vous coûte 90 €, c'est beaucoup quand même en coût de revient là pour une boîte métallique. Non? Alors oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est la mécanique qui est dedans. C'est quand même un produit en acier. On a rendu aussi le produit esthétique, donc avec une couverture plastique dessus qui peut s'adapter avec différentes couleurs à votre intérieur. Et comme on est pour l'instant sur des petites séries, on n'est pas sur la grande industrialisation, on n'a pas encore des moules. C'est les étapes suivantes justement de levée de fonds pour pouvoir créer des moules pour réduire les coûts, que ce soit sur le boîtier esthétique ou sur le boîtier physique de protection. D'accord. Voilà. Marc. Et si on achète en ligne, il faut livrer ensuite. Ouais. Donc tu vas passer de 80-90 de coûts de production à 150-160 de prix de vente, mais dans cette marge-là, il faut que tu mettes toute la logistique, sans parler bien évidemment des coûts d'acquisition client qui sont des sujets marketing. Ça fait très peu de marge. Tu as fait un petit calcul, une modélisation de ça? Alors en fait, après, il faut quand même acquérir les gens, il faut les faire venir sur le site, ils viennent pas spontanément. Il faut dépenser de l'argent pour qu'ils viennent. Ça, c'est pris dans la marge. Tout à fait. En fait, on a tout calculé. Donc, on a la logistique, avec Logistique Endurance, par exemple. En fait, on a tout calculé vraiment, le stockage, les boîtes. On passe par un prestataire qui s'appelle Boxys, par exemple, sur Paris, qui est génial. Et qui, du coup, on a vraiment toute la chaîne complète du modèle. Ce qui fait qu'effectivement, à 159 €, c'est le prix. En sachant que notre logique, c'est quand même de rendre cette technologie accessible, puisque c'est quand même une technologie pour tout le monde, pour se protéger. 159 €, ça reste quand même un produit assez cher. Et le prix visé, ce serait vraiment de descendre pour que tout le monde puisse l'avoir. Mais on a tout pris en compte pour le moment. Parce qu'à ce prix-là, oui, c'est ceux qui aiment beaucoup les gadgets et qui mettent de l'argent, ou des écolos purs et durs qui sont anti-ondes, mais qui voudraient quand même se connecter un peu au Wi-Fi, quoi. Portion des gens.
pur et dur. Et puis en plus, si jamais ils sont à Bayonne et que ton usine est à Amiens, les coûts de logistique sont assez élevés. Alors on a tout prévu en fait pour avoir différents points et faire des transports en grande quantité. Vous en avez déjà vendu ? Alors pour l'instant, on a 66 précommandes sur la plateforme du LUL. Donc on a vendu 66 pour le moment. Mais vous en avez encore livré 0. Oui, on en a encore livré 0, voilà. D'accord. Donc vous savez pas si y a du service après-vente nécessaire, parce que quand on vend à des particuliers, il faut mettre un peu de service aussi derrière. Tout à fait. Alors on a prévu, mais effectivement, ce sera comme ce sont les early adopters, ils vont faire partie de cette phase test où on va bien se rendre compte de comment ça va se passer. Nous, de toute manière, on l'a testé, donc ça se passe bien. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'après-vente. Et après, il y a certains cas où on est sur un modèle très simple. S'il y a un problème, une défection, en fait, on change. Elle est encore en cours, votre campagne de crowdfunding là ? Elle est tout à fait en cours, elle s'arrête jusqu'au 11 avril. 11 avril, bon, on a encore le temps. Vous avez jusqu'au 11 avril. Marc, une dernière question. Oui, donc le business model direct qui consiste à attirer les gens sur ton site et les convertir, je le comprends. Est-ce qu'il y a une dimension indirecte éventuellement, je sais pas, nature et découverte, ou peut-être les endroits où les gens qui sont sensibles à ces sujets de santé ou d'environnement au sens large sont plus à même de venir spontanément et de te découvrir ? Ouais, tout à fait. Alors en fait, on a déjà ciblé ce type de société et notamment nature et découverte qu'on a contacté. On est actuellement en discussion et ils attendent justement la fin du crowdfunding pour voir comment ça va évoluer et dans quelle direction on peut aller. Voilà. Bon, d'accord. Anne-Valérie, ultime question. Un petit mot sur la Cybox. Un petit mot sur l'équipe. Alors sur l'équipe, donc je suis avec un associé, Adrien Vesco. Donc on est 2 fondateurs et 2 dans la société. Moi je suis ingénieur de formation et lui en fait il a fait un master à la Sorbonne et il s'occupe plus de la partie gestion. Donc on est très complémentaires avec des profils totalement séparés, mais du coup sur une équipe qui matche bien. Merci beaucoup Franck, et c'est Alexandre qui nous a rejoint donc de la Domoskit, enfin Domoskit et l'Icebox. Domoskit, donc on le rappelle pour ceux qui nous rejoignent à la radio, à la télé, donc c'est la plateforme pour nous faciliter la vie quand on déménage, et mine de rien c'est 10% de la population française chaque année, donc ça fait un déménagement tous les 10 ans, me faisait remarquer Marc Rougier, ce qui semble assez logique. Et donc Franck, vous êtes resté, Franck, l'Icebox, donc pour limiter, tout en restant connecté, limiter les ondes électromagnétiques de votre box Wi-Fi, notamment si vous avez des enfants en bas âge. Anne-Valérie, si vous avez un coup de cœur, une préférence, là, s'il fallait dire à Serena en revenant au comité d'investissement demain matin, j'ai rencontré une boîte à BFM, il faudra peut-être qu'on y aille là. Vaste question, parce que moi je trouve qu'ils n'ont pas choisi des choses très faciles, globalement. Dites-leur. Ouais. Je pense non, parce que dans le... Je vais être honnête. Hein, allez-y, vous êtes là pour ça. Quand on s'adresse comme ça au grand public, le coût d'acquisition d'un client est élevé. C'est pas facile de se faire connaître, donc il faut être malin dans la manière d'approcher les marchés, parce que sinon économiquement c'est pas facile de rentabiliser soit une plateforme technologique, soit un produit qui coûte à être produit et à être livré. Et, voilà. Donc je pense que les deux sont assez équivalents. Donc adresse un marché compétitif, de consommateurs compétitifs, où il y a des choses, donc il y a des produits ou des services concurrents. Donc le produit concurrent que je vois, c'est juste de débrancher ça. Débrancher la box. Sa box. Elle marche moins bien. C'est un complément. Vous la débranchez quand vous l'utilisez pas et vous utilisez la Cybox quand vous l'utilisez. On débranche la nuit ou quand on n'est pas là. Sinon, c'est compliqué, quoi. Et puis bon, sur les services au moment du déménagement, le moment du déménagement, c'est un moment important et beaucoup de gens l'ont bien perçu. Donc essaye de capter les consommateurs à ce moment-là, ce qui veut dire que le coût de captation des nouveaux clients est probablement important. Voilà, mais je pense que les deux... Donc Serena n'ira pas sur la Cybox ni sur... Ce ne sont pas des sujets sur lesquels on irait à ce stade. Parce que nous on investit plus dans des stades de maturité plus élevés. On investit dans des entreprises jeunes seulement si elles ont... de l'intelligence artificielle ou de la data, voilà. Non, mais sur des modèles comme ça, on peut investir, mais plus tard. Plus mature. Quand le business model est déjà prouvé.
Marc, je suis d'accord votre sentiment avec ces remarques du coût d'acquisition, qui est effectivement qui est un grand défi pour toutes les boîtes. Et donc, quand on va en ce qu'on appelle B2C, il faut trouvé un modèle d'acquisition et prouver soit la scalabilité, soit la rentabilité de ce modèle pour que ça fasse une boîte viable. Ceci dit, j'ai quand même une petite préférence sur les deux, donc je vais commencer par la box. Moi, c'est un sujet sur lequel je n'investirai pas par sa nature même de boîte physique qui ne rentre pas dans l'économie numérique, qui est la thèse d'investissement de mon fonds. Donc, de fait. Ceci dit, il y a certaines raisons pour lesquelles on aime l'économie numérique un petit peu plus que l'économie, on va dire, brick and mortar totalement physique. C'est la capacité de scaler. Quand on fabrique un logiciel, si on le vend une fois, il coûte exactement le même prix que si on le vend 1000 fois. Alors que la boîte, c'est pas le cas. Et dans le cas de ta boîte, j'ai peur que les gens qui ont conscience de ça, c'est un très beau sujet, par ailleurs, que tu apportes. J'aime le sujet. Je pense qu'il est dans l'air du temps, il va dans le sens de l'histoire. Mais en fait, il y a relativement peu de gens qui vont s'y intéresser. Pour de vrai, parce que le prix est quand même assez élevé. La marge est très faible. Dans cette marge, tu n'as pas encore bien modélisé tout ce qui va rentrer dedans. Et à mon avis, au bout du bout, ça va être très très dur de faire une boîte qui vraiment génère du cash et qui vraiment grandit. Parce que ça reste un sujet de niche à marge très étroite. Dans les sujets de niche, il faut faire du luxe à grande marge. Et que si tu fais du marge très étroite, il faut faire du volume. Toi, si tu combines à la fois le côté niche et le côté marge faible, tu vas faire face à des grands défis. Donc, indépendamment du fait que c'est pas de l'économie numérique, il y a aussi intrinsèquement dans ton modèle et dans le coût des choses qui me gênent un petit peu. Donc Marc, vous allez sur Domoskit alors ? Sur Domoskit, plus intéressant. Donc à l'instar de Serena, on aime bien quand il y a de la data, quand il y a de l'intelligence artificielle, des algorithmes, de la complexité, des choses un petit peu modernes et un petit peu challenging. Ceci dit, c'est un modèle que je comprends un petit peu mieux. Effectivement, la boîte est un petit peu jeune parce qu'on ne sait pas encore comment tu acquiers. Mais chose intéressante, c'est qu'en fait, tu te fais payer par les fournisseurs et non pas par les clients finaux. Donc, bien que tu aies besoin d'acquérir une communauté d'usage, ton business model en fait est dirigé vers les fournisseurs. Donc ça rend la chose intéressante et légitime à suivre. Il reste que c'est beaucoup trop tôt pour prouver ta capacité d'acquérir puisque tu ne l'as pas commencé. Et par ailleurs, tu es là dans un monde concurrentiel. Je connais pas beaucoup de boîtes avec des volets qu'on manipule avec un gros bouton. En revanche, les comparateurs de prix, comme on l'a dit, et les différents intermédiaires, même s'ils sont un petit peu différents, ils vont chercher la même valeur au même endroit. Donc faire les choses différentes ne veut pas dire qu'il n'y a pas de concurrents. En fait, si c'est complètement des concurrents parce qu'ils attrapent la même valeur, ils attrapent le même chèque en bout de chaîne. Et je te fais confiance sur le fait que tu as des petits avantages concurrentiels, donc il faudra regarder. Mais je connais déjà pas mal d'acteurs dans ce domaine, donc il faut faire attention. Il faut que tu prouves soit que tu apportes une valeur substantiellement plus grande, d'où ma question sur la technologie, soit que tu as une capacité d'acquisition de la communauté spectaculaire. Merci Marc. Bon, vous acceptez quand même de les voir On peut continuer. Pas que 5 minutes après l'émission. Avec plaisir. De les recevoir pour les coacher, leur donner un conseil qui peut faire que tout va bien se passer et tout va s'accélérer. Bon, ils n'étaient pas commodes, nos investisseurs ce soir, mais bon, c'est aussi ça le business. Si ça vous allait, Alexandre ? C'était très sympa. Bon, Alexandre et Franck ce soir pour Domoskit et Cybox, 21h30 dans une minute. Retour de l'actu tech, notamment avec les soucis d'Uber dans leur test de voiture autonome. C'est juste après ça. Vous voyez, même les plus grosses ont parfois de gros soucis. C'est comme la plus grosse des licornes, l'Uber. Uber, c'est quoi, 69 milliards au compteur, je crois. À tout de suite.